Maintenant, nous avons le général Verbrack, qui est un grand spécialiste des forces spéciales, qui, maintenant qu'il est, comment dit-on, conservé ou pas, on dit comment, dégagé des obligations militaires et s'investit un peu plus dans l'université, on est très heureux. Et donc il vient vous parler de l'évolution de la stratégie globale de la France. Puisqu'il y a une nouvelle donne, il faut bien que la stratégie change. Je lui laisse la parole, mais préalablement, je relance l'ordinateur. Bonjour à toutes et à tous. Merci M. Ruffin de cette excellente exposé sur la Chine, parce que ce sont des régions qu'on ne connaît pas forcément très bien. Nous, dans le domaine de la défense, parce que c'est pas, jusqu'à maintenant, semble-t-il, notre ennemi numéro un, comme l'a été l'URSS à une certaine époque, et maintenant les nouvelles menaces dont je vais vous parler, si vous le voulez bien, aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je crois qu'on peut dire qu'on est en pleine incertitude stratégique. Nous sommes face à des nouveaux acteurs que je vous présente sur cette première diapositive, qui sont réellement des menaces mondiales par rapport à ce que nous avons connu jusqu'à maintenant. Alors les acteurs non étatiques qui sont des menaces mondiales, ce sont évidemment, vous l'avez bien compris, ceux du bas du transparent, c'est-à-dire les organisations criminelles, les organisations terroristes. Mais je cite bien au nom je cite bien en tant qu'acteur non étatique, tout ce qui concerne le mouvement Internet, c'est-à-dire les opérateurs, etc. Vous avez vu le poids économique, financier, politique qu'ils représentent sur la scène internationale. Donc je crois qu'on peut les mettre au rang, effectivement, d'acteurs non étatiques. Et vous avez aussi les ONG, par exemple, dans ce qu'elles représentent d'important dans cette période de crise durable dans laquelle nous sommes entrés. Alors, ces menaces, elles nécessitent en fait pour nous, la France, je parle moi pour notre pays, de répondre à un double défi stratégique que nous n'avions pas, réellement anticipé avant les années 2010. Ce double défi, c'est d'abord de gérer les crises en cours. Et vous savez qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Regardez par exemple sur ce transparent, en 2005, vous aviez un certain nombre de crises, déjà une trentaine de crises en 2005 dans le monde. Vous voyez, en 2014, elles sont de plus en plus nombreuses, mais surtout, celles de 2014 et 2015 ont deux particularités, deux spécificités, leur durée et leur intensité. S'ajoutent à ces deux particularités des crises des 2 dernières années, c'est leur brutalité, leur soudaineté et leur simultanéité. Le deuxième défi auquel nous sommes confrontés, est confronté, on peut le dire, le monde occidental certes, mais l'Europe en particulier, c'est d'anticiper l'évolution de ces nouvelles menaces. En adoptant une stratégie prospective qui prend en compte les 3 nouvelles spécificités de ces menaces. Vous voyez, la réflexion ne date pas d'hier. On a tendance un peu à se battre la coupe en France en disant on ne pense pas suffisamment, etc.
Moi, je m'oppose un peu à ce raisonnement, à ce sentiment. Vous savez qu'on dit que les Français sont les plus malheureux du monde, enfin en deuxième place derrière, je ne sais pas si c'est les Chinois ou les... Mais je ne suis pas du tout d'accord. On réfléchit énormément en France. D'ailleurs, le colloque qui va avoir lieu du 10 ou 12 mars, là, j'en suis moi-même très heureux. Donc, si vous voulez, les spécificités de ces menaces qui sont prises en compte effectivement dans la stratégie globale française, hein, c'est bien celle qui s'affiche sur ce transparent, c'est-à-dire la terreur, l'imprévisibilité, la fluidité. Vous verrez qu'au cours de l'exposé, j'y reviendrai assez fréquemment. Alors, nous sommes restés, vous le savez bien, très longtemps, après la chute du mur de Berlin, après la chute de l'Union soviétique, nous sommes restés dans la logique de la bipolarité qui voulait que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Vous vous souvenez de cette formule, hein, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Cette croyance qui est très occidentale, hein, c'est sûrement pas, M. Ruffin, une croyance chinoise, je pense. C'est sûrement pas une croyance arabe. Mais c'est en tout cas une croyance très occidentale. Et cette croyance, elle a provoqué une incroyable série d'incohérences stratégiques dès la fin de l'ère bipolaire. Et elle a été révélatrice de l'absence de vision stratégique à la chute du mur de Berlin, hein, de nos amis d'outre-mer, parce que c'est toujours vers eux qu'on se tourne avant tout, hein, les États-Unis d'Amérique, bien sûr, mais également, reconnaissons-le, en Europe et en France en particulier. Et la première incohérence que j'avais relevée et que je cite assez souvent, hein, c'est bien celle qui a prévalu en Afghanistan lors de la première guerre soviéto-afghane, de la guerre soviéto-afghane, dans les années 80, lorsque les Américains, à l'époque, ont chargé l'Arabie Saoudite de recruter les Moudjahidines, à l'époque, qui ont formé la première brigade islamiste, et qui s'est retournée contre eux et contre nous, bien sûr, sous les appellations de talibans, d'Al-Qaïda et autres groupes djihadistes. Alors, la France aujourd'hui doit penser sa sécurité dans un contexte international et stratégique d'une exceptionnelle gravité. Je crois qu'on peut utiliser beaucoup de superlatifs aujourd'hui, mais je crois qu'on est dans un contexte stratégique d'une exceptionnelle gravité, comme, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en pleine incertitude stratégique. Alors, Dieu merci, nous avons, depuis de longues années, une stratégie en France. Je crois qu'il est bon de le rappeler. Les événements des 6 derniers mois ont confirmé l'analyse stratégique du livre blanc de 2013. Je vous rappelle que le livre blanc date, le premier livre blanc a été édité, a été écrit en 1972. Et donc, et à l'époque, c'était bien sûr la dissuasion nucléaire qui était le pilier de ce premier livre blanc. 1972, le mur n'était pas encore tombé. 1972, nous étions en pleine guerre froide. Donc je crois là encore, je me donne un peu ce rôle de défenseur de la pensée française. Hein. Je veux dire, ne croyons pas encore une fois hein, que nous sommes, c'est que parce que nous sommes dans une période d'incertitude stratégique, hein, nous n'avons pas des idées. Je pense que nous les avons. Le deuxième livre blanc qui a été important, c'est un petit rappel à titre historique, c'est 1994. Donc c'est après la chute du mur de Berlin et de l'Empire soviétique. Et ce deuxième livre blanc, le pilier, qui n'était plus la dissuasion nucléaire, était la capacité d'intervention à l'extérieur, le développement de cette force de projection, mais encore une fois dans le domaine conventionnel. Là, nous ne sommes plus actuellement, vous le savez bien.
Donc les choix qui en ont découlé, les choix du livre blanc, les choix de l'analyse stratégique qui a été faite, ont montré toute leur pertinence. Ils sont déclinés dans le deuxième outil, je l'appellerais français de la défense, qui est la loi de programmation militaire, la LPM. Alors c'est sur cette LPM que je discuterai un petit peu tout à l'heure avec vous, si vous le voulez bien, parce que c'est l'outil qui permet de faire évoluer les nouveautés, les nouvelles, tous ces éléments que je vous ai donnés tout à l'heure, la durée, l'intensité des crises, etc., c'est ce qui permet de prendre en compte ces nouveautés par rapport au livre blanc qui ne les a pas forcément anticipées. Alors, en particulier, bien sûr, ce que je vous disais tout à l'heure, les conséquences de la durée et de l'intensité des crises de 2014 et 2015 n'ont pas pu être intégrées dans les travaux de la LPM, de la loi de programmation militaire. Mais ça ne fait rien, en ce moment, vous savez que la réactualisation de la LPM est en cours. Le président de la République, je cite très simplement à ce propos, le président de la République, lorsqu'il a fait son intervention sur la dissuasion nucléaire au mois de janvier, le 19 janvier, qui soulignait que, je cite, la réapparition d'une menace étatique pour notre pays ne peut pas être exclue. La réapparition d'une menace étatique. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, la France, aujourd'hui, en matière stratégique, et au-delà de l'Europe, bien sûr, est confrontée aujourd'hui, simultanément, à 3 fronts d'insécurité majeure, que je vais vous détailler un peu. Et ces fronts sont inévitables. Alors, j'ai bâti mon exposé, si vous voulez, sur les réflexions qui ont été faites à la dernière université d'été de la Défense, c'est-à-dire au second semestre 2014. Donc vous voyez que c'est pas si vieux, et bien pourtant ça va un peu évoluer, mais vous allez voir que tout y était. Le premier front d'insécurité majeure, c'est ce qu'on appelle le terrorisme djihadiste, qu'on peut appeler aujourd'hui organisé depuis la mort d'Oussama Ben Laden. Dès le lendemain des attentats du 11 septembre, vous le savez bien, vous vous en souvenez, c'était 2001, vous vous rendez compte, et là, 14 ans, 15 ans ont passé pratiquement. Les États-Unis ont déclaré qu'une nouvelle guerre était ouverte. Nous avons mis un peu de temps à le faire. Nous y sommes en Europe depuis le début de l'année 2015, vous l'avez bien compris. Il ne faut, je ne crois pas oublier que cette guerre est née en Afghanistan. Je vous parlais tout à l'heure de la naissance de la première brigade islamiste. Eh bien, Al-Qaïda, le terrorisme djihadiste est né en Afghanistan. Vous voyez, c'est un petit peu, ce que je demande à mes étudiants en particulier, c'est de lire les biographies, je n'ose pas dire de ces grands hommes, mais malgré tout de ces hommes qui font l'histoire. Et vous voyez que ce sont bien sûr aussi bien Azzam que Ben Laden sont d'origine arabe, certes, mais Al-Qaïda a démarré en Afghanistan, où il n'y a pas que des Arabes. Et à côté se trouve le Pakistan, où ce ne sont pas des Arabes. Oui. Donc, l'erreur, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'erreur stratégique. La première, une des premières erreurs stratégiques en dehors de celle que je vous ai citée, c'est d'avoir considéré que les talibans, dans un premier temps, étaient nos amis parce que l'URSS était nos ennemis. Oui. Ensuite, il y a eu Sahel. Et la décivilisation d'un nombre important d'États sur l'étendue géographique d'un demi-continent. D'un demi-continent. Nous en sommes actuellement au chaos libyen.
L'étendue ne cesse de s'accroître, hein, comme vous pouvez le considérer, le constater sur cette diapositive. Hein. Le djihadisme s'accroît, je vous ai dit tout à l'heure fluidité, mais vous voyez, on est en plein cas de fluidité, effectivement, hein, de ce terrorisme djihadiste, puisqu'il faut maintenant l'appeler par ce nom. On en arrive à l'État islamique, à Daesh, hein, où cette organisation a atteint, malgré les premiers revers qu'ils viennent de subir, comme vous le savez, hein, ce sont les 3 petites étoiles rouges, hein, sur Kobané, sur Tikrit dernièrement, et sur l'axe qui relie la Nijar à Mossoul, ce grand axe, hein, et bien, ils ont quand même atteint des degrés de maîtrise territoriale, transfrontière, d'organisation, de capacité financière, hein, et d'équipement encore jamais vu. Voilà encore une nouveauté depuis 2014. Elle prend cette organisation à témoin le monde entier, hein, d'actes barbares. Elle fragilise, elle terrorise des populations entières, et pas seulement des populations musulmanes sunnites, hein, mais également les chiites, alors les chrétiens bien sûr, mais aussi l'ensemble des populations, les coptes, etc. Vous voyez ? Et elle détruit une région qui est déjà très fragilisée, hein, vous vous en doutez, hein, et elle ambitionne bien de créer un État islamique, c'est-à-dire un sultanat, comme vous le savez, hein, dans le voisinage de l'Europe. N'oublions pas que la menace islamique s'étend, pour ce qui nous concerne, du Pakistan au Moyen-Orient et au Levant, de la Corne de l'Afrique au Maghreb, de la Libye au Golfe de Guinée. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure sur c'est un demi-continent. La théorie des dominos, puisque je pense que c'est bon de revenir à de réétudier. Hein. Vous voyez, la théorie des dominos selon Abdel Azam, le créateur, hein, d'Al-Qaïda, hein, est en fait, on peut le dire aujourd'hui, la véritable représentation de la stratégie des organisations terroristes islamiques. Il y a une stratégie, ne nous y trompons pas. Lorsque je vous disais tout à l'heure que le terrorisme djihadiste était organisé, il y a effectivement une stratégie. Et vous voyez que sur cette théorie des dominos, hein, un certain nombre de pays, effectivement, sont déjà tombés ou sont sur le point de tomber. Alors, simplement un exemple récent sur cette fluidité, et sur effectivement la réalisation de cette théorie des dominos, enfin l'essai de réalisation de cette théorie des dominos. Le nouveau chef d'Al-Qaïda, Al-Zawahiri, hein, a annoncé il y a quelques mois la création d'une nouvelle branche d'Al-Qaïda dans le sous-continent indien. Je pense que vous avez peut-être entendu parler de cela. Quel est son objectif? Instaurer un califat en Birmanie, au Bangladesh et dans certaines parties de l'Inde. Et cette nouvelle branche a été nommée Al-Qaïda en guerre sainte dans le sous-continent indien. Et par qui il a été constitué de quelle manière? Par le regroupement de combattants qui dépendent de l'autorité d'Asim Umar, qui est le Pakistanais responsable des talibans afghans, encore aujourd'hui, hein, et qui est subordonné au Mollah Omar. Encore une fois, vous voyez cette fluidité, cette espèce de tentacule, vous voyez, se développe sur l'ensemble du monde. On est bien en face d'une menace mondiale. Alors, le terrorisme djihadiste n'a pas de frontières. Alors, que fait la France dans cette optique? Vous le savez, c'est simplement un rappel. Hein, nous prenons toute notre part dans la mobilisation internationale, hein, qui s'effectue, vous l'avez bien compris, avec réticence. Avec difficulté réticente. Je vais simplement vous donner un exemple. Ce n'est pas contre nos camarades allemands,
Mais c'est simplement pour vous montrer la difficulté d'appréhender cette période de guerre dans laquelle nous nous trouvons, j'y reviendrai tout à l'heure, et qui n'est plus une période de crise, soyons clairs. La semaine dernière, une expertise des services juridiques du Bundestag a conclu que l'aide et les activités allemandes en Irak contre l'État islamique étaient probablement contraires à la Constitution. Vous voyez où en sont un certain nombre de pays européens. Nous n'en sommes pas là, Dieu merci. Selon les juristes, la coalition ne peut être qu'occasionnelle parce qu'elle n'est pas un système de défense collective. Elle ne fait pas partie d'un système de défense collective. Les Allemands sont très otaniens, comme vous savez, donc ils sont très système de défense collective. Et donc, alors que Berlin envisage d'envoyer une centaine d'instructeurs supplémentaires à Erbil, en Irak, auprès des Peshmerga, ils ont, et qu'ils ont déjà fourni pas mal d'armement, une quantité d'armement assez importante, eh bien, ils vont être obligés aujourd'hui de trouver une formulation juridique pour ne pas bloquer cette aide. Voilà, c'est le seul exemple que je vous donne. Bon, vous savez que nous sommes un petit peu partout dans ce domaine. Nous agissons en particulier dans le domaine de la coopération, par des actions de formation, de renseignement et de fourniture d'armement, aux groupes notamment qui sont au Kurdistan, vous savez. Certaines de nos forces sont bien sûr engagées directement contre Daesh. Vous avez bien vu le déplacement du porte-avions, de notre porte-avions Charles de Gaulle, en coordination avec les États-Unis, bien sûr, le Royaume-Uni et les États de la région. Cette opération, pour ceux qui ne le sauraient pas, s'appelle Chamal. Elle est à différencier bien sûr de Barkhane et autres opérations. La mobilisation contre l'État islamique s'inscrit dans la stratégie globale de la France. Elle est cohérente avec notre engagement direct dans la bande sahélo-saharienne contre les réseaux d'Al-Qaïda, avec notre volonté de contenir les groupes terroristes en Libye ou en Algérie, avec l'opération Barkhane, dont je crois il y a une conférence là-dessus la semaine prochaine, le 17 mars. Je pense que ça peut être très intéressant, qui a pris la suite de l'opération Serval, et avec notre appui à la lutte contre Boko Haram au Nigeria, mais aussi au Cameroun, et en accord avec tous les États de la région. Elle nous a conduit, si vous voulez, cette stratégie bien en passé, à aider des pays menacés, que sont en particulier la Jordanie et le Liban, où des moyens opérationnels ont été livrés à l'armée. Je pense au Liban, je parle bien de l'armée libanaise, avec l'appui, on pourra en discuter, mais je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, avec l'appui financier de l'Arabie Saoudite. Nous sommes dans un monde vraiment extrêmement curieux aujourd'hui. Alors, le deuxième front, je passe simplement ce transparent pour vous rappeler un peu le nombre de crises qu'il y a et que le monde entier est touché. Le deuxième front, le premier front c'est le terrorisme djihadiste, le deuxième front qui est inévitable aujourd'hui et sur lequel repose notre stratégie française, c'est ce que le livre blanc a appelé les risques de la faiblesse. C'est celui de la disparition d'États, de l'émergence d'États en faillite, comme, pour reprendre une expression du vocabulaire international, mais je crois que l'émergence d'États en faillite, ça y est, les pauvres États sont déjà immergés pour un certain nombre d'entre eux. Des régions entières, à l'échelle, encore une fois, d'un continent, sont devenus le terreau favorable pour les crises, la guerre civile, tous les trafics. Bon, je pense évidemment au Sahel. Ces vulnérabilités constituent un risque majeur aujourd'hui, surtout lorsque des mouvements armés comme Daesh s'en emparent. Et je ne pense pas qu'à Daesh, je pense en particulier à la Centrafrique, où nous sommes intervenus en décembre 2013. Je pense à la Libye, bien sûr.
où règne la confusion la plus totale actuellement, à des régions entières du Soudan, à la Corne de l'Afrique, et bien entendu à l'Irak, à la Syrie, au Yémen et au Nigeria. Vous voyez que la liste commence à être bien longue. Alors, juste les causes d'effondrement de ces États sur lesquels, je crois, beaucoup d'organismes travaillent, beaucoup de centres de recherche travaillent. Il y en a deux principales, je crois qu'il est nécessaire de les citer pour essayer de trouver des solutions, qui ne sont pas des solutions relevant d'une option stratégique, bien sûr, mais plutôt politique. C'est d'abord l'inexistence du lien État-nation. Vous avez compris, ça, c'est une réalité. Le projet politique dans la majorité de ces pays touchés a établi le dogme religieux au cœur du projet sociétal. Je ne vous en dis pas plus. Ça nécessiterait, je crois, une journée complète d'exposé, de travail, de conférence. La deuxième problématique de ces États, c'est leur jeunesse. C'est que la majorité des pays du monde arabo-musulman, et également du monde africain, c'est la naissance de ces États dans la deuxième moitié du XXe siècle. Vous voyez, il n'y a même pas un siècle, il y a 60, 70 ans. On ne construit pas une civilisation, on ne construit pas un État en si peu de temps. En accédant à l'indépendance, ces pays se sont trouvés confrontés à la nécessité de disposer d'institutions et de facteurs de cohésion nationaux qu'ils n'ont malheureusement pas pu mettre en œuvre et qu'ils n'ont pas pu identifier surtout. Donc les effondrements d'État, c'est pas comme dans la guerre conventionnelle, comme on dit. Aujourd'hui, il se passe de quelle manière? Par implosion, par partition, par éclatement. Alors, il y a énormément d'exemples, vous les trouverez. De surcroît, nous sommes confrontés aujourd'hui à un processus de contamination des crises. Je prends seulement l'exemple de la Somalie, où, comme vous le savez, comme vous l'avez vu, malheureusement, les milices Chebab propagent le terrorisme islamique et djihadiste, le propage au Kenya, au sein d'une civilisation, au sein d'un pays, d'un État stable. Et le Yémen, qui est actuellement, dont la capitale est tombée, comme on utilise cette expression dans le domaine de la guerre, la capitale est tombée. Le gouvernement n'y est plus. Il s'est retiré. On se croirait revenu à la Seconde Guerre mondiale. Le Sud-Soudan, créé en 2012, et qui est déjà presque un quasi-État, enfin un non-État, on est en train de se déliter. Et la Libye qui est devenue un non-État. Le troisième front, c'est celui que le livre blanc a analysé sous la forme des menaces de la force. Les menaces de la force, c'est quoi? C'est, là encore, l'actualité donne dramatiquement raison à notre livre blanc, puisque ce sont ces régions du monde où on assiste à une montée en puissance exponentielle des dépenses militaires, sur la Chine, bien sûr. Dans ces régions clés pour l'économie mondiale, l'affirmation de politiques de puissance susceptibles de s'affranchir du droit international pourrait se révéler catastrophique si ces sources de conflit ne sont pas traitées auparavant, avant, si elles ne sont pas prévenues et traitées à temps. Alors je pense évidemment, comme vous, bien sûr, à l'Ukraine. La situation de l'Ukraine, aujourd'hui, peut faire dire que, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un pays européen, dont la souveraineté, je vous le rappelle, est garantie par des accords internationaux et par les engagements des membres permanents du Conseil de sécurité, a perdu une partie de son territoire, modifiant de fait les frontières européennes.
qu'on a souvent reproché aux frontières de l'Afrique, par exemple, hein, de ne pas être cohérente avec les populations, avec les ethnies, etc. Mais je trouve qu'on se retrouve là dans une situation en Europe dramatique de ce côté-là. Les principes, même aujourd'hui, qui fondent notre sécurité collective, sont atteints. Alors, l'expression n'est pas de moi, hein, je ne pense pas, contrairement à ce qu'on m'avait fait dire un jour, il y a peu de temps qu'elle est calée de M. Le Drian, mais je crois que nous sommes entrés dans une ère de guerre préventive permanente. Nous sommes entrés dans une ère de guerre préventive permanente. Alors, quels sont rapidement les leviers de la sécurité et de la défense? Je vous l'ai dit, c'est le livre blanc et la LPM. Le livre blanc, mais là encore très rapidement. Le livre blanc a identifié en 2008, vous voyez, qui ont été reprises en 2013, 5 grandes fonctions stratégiques. Vous voyez, notre stratégie de défense et de sécurité nationale repose sur ces 5 grandes fonctions. Je ne vous les détaillerai pas. Mais simplement, je voudrais vous parler de l'échelle des priorités qui détermine le niveau et l'intensité de nos engagements potentiels, a été adaptée à l'évolution des menaces mondiales, tout en luttant contre les risques de la faiblesse, de faiblesse que je viens de vous évoquer. Alors, cette guerre préventive permanente à laquelle nous sommes maintenant confrontés, avec entre autres, et je le redis, le chaos libyen, la lutte contre Al-Qaïda, Daesh et Boko Haram, les affrontements en Ukraine, la nécessité d'une présence forte des troupes sur notre territoire, vous le voyez bien en ce moment, dont la réduction d'ailleurs sera très délicate, les tensions à venir en Méditerranée, qu'il ne faut pas oublier, avec les affaires de Crimée, bien sûr, et puis la place que compte conserver, reprendre du moins, la Russie dans cette mer chaude qui est le seul accès qu'elle ait vers le sud. Hein. Tout cela rend l'actualisation en cours de la LPM difficile, mais elle est en cours. Elle aura probablement un peu trop tard, hein, c'est-à-dire que je crois qu'elle devait sortir vers le 19 mars, je crois qu'on peut se donner un peu de délai, laissons nos stratèges réfléchir encore un peu, parce que je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup. Et c'est en particulier la raison principale du coup de frein qui a été donné, comme vous le savez, à la réduction du personnel militaire. Bon, les premières actions, je pense, sont absolument positives. Alors, je voudrais simplement aussi vous faire prendre conscience, si ce n'est déjà fait, dans un domaine très important, celui de la protection du territoire national et des ressortissants français, l'explosion des risques et des menaces. Au moment, si vous voulez, même de la guerre froide, en fait, les seuls risques pris en compte et les menaces prises en compte, c'était les agressions par un autre État contre le territoire national. On est à peu près d'accord. Maintenant, s'y ajoutent les attaques terroristes, les cyberattaques, les atteintes potentielles scientifiques et techniques, la criminalité organisée sous ses formes les plus graves, les risques majeurs, les crises majeures résultant de risques naturels, sanitaires, technologiques, industriels ou accidentels, les attaques contre nos ressortissants à l'étranger. Vous voyez donc que même la fonction de protection qui a l'air tellement simple à réaliser, si l'on considère, si l'on réfléchit comme du temps du pacte de Varsovie, de la guerre froide, en se disant la seule problématique c'est de ne pas se laisser envahir, on a complètement changé de dimension internationale et de dimension. Alors je vais simplement vous parler rapidement, parce que je crois que j'ai un peu de temps.
5 minutes. Simplement du renseignement. Parce que la fonction stratégique connaissance et anticipation, que vous voyez figurer en première position, là, en fait, elle a une importance majeure, essentielle, vous le savez bien. Elle joue un rôle central. Le renseignement joue un rôle central dans cette fonction, parce que tout pays qui veut à la fois anticiper les crises, anticiper les conflits, etc., doit se doter d'une force, je veux dire, de renseignement complète, tant au point de vue des outils, qu'au point de vue de l'organisation. Alors, je vous montre simplement. Voilà l'organisation de la communauté nationale du renseignement aujourd'hui. Ce n'est pas un vain mot, je crois que j'étais intervenu l'an dernier au premier colloque Jolix et j'avais peut-être été un peu agressif vis-à-vis de l'organisation française, en particulier vis-à-vis du Conseil national du renseignement et de son conseiller. Je crois que depuis au moins le début de l'année, la coopération entre les différents services, la coordination entre les différents services est une réalité. Il n'y a plus aujourd'hui, si vous voulez, en matière de renseignement, de distinction très nette entre le renseignement militaire, le renseignement d'intérêt militaire, le renseignement de sécurité. Je crois que, et c'est la grande force de la stratégie globale de la France, d'avoir une stratégie globale, on a maintenant effectivement une stratégie de défense et de sécurité. On a donc un renseignement, une organisation du renseignement adaptée à la fois à la défense et à la sécurité nationale. Voilà. J'en ai terminé. Je crois qu'on peut être fier de nos forces, en tout cas, comme le dit le président de la République, parce que nous sommes très loin d'être abattus.